Bonjour à tous. Merci d'être ici à Vivatech ce matin et on est ravis, et moi je suis particulièrement ravi d'accueillir Alexandre Yazdi, le cofondateur de Voodoo. J'imagine que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, on va rentrer un petit peu plus en détail, mais c'est un studio de gaming, casual gaming notamment. Et donc voilà, écoutez, si vous souhaitez poser des questions, il y a la petite application Slido. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et on prendra les questions au fur et à mesure du déroulé de la conférence. Alexandre, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui ce qu'est Voodoo? Alors Voodoo, c'est une équipe de passionnés des produits digitaux grand public. Et aujourd'hui, on fait effectivement des jeux sur téléphone mobile. Et on a aussi une activité de publishing dans laquelle on va coacher et distribuer les jeux de plusieurs studios à travers le monde. Donc a priori, on se débrouille pas trop mal puisqu'on a fait plus de 2 milliards de téléchargements et qu'on est la deuxième boîte après Google à générer le plus de téléchargements sur l'App Store chaque jour. Voilà, donc ça c'est quand même des premiers éléments qui nous donnent un peu l'idée de la taille que représente Voodoo aujourd'hui. Contrairement à d'autres startups, c'est vrai qu'on te voit moins et on entend moins parler de Voodoo dans l'écosystème tech. Est-ce qu'il y a une volonté de rester discret? Il n'y a pas spécialement de volonté de rester discret, par contre on préfère être connu par ce qu'on fait et pas que par ce qu'on dit. Donc après on a effectivement, on est très dilué à l'international parce qu'on est présent dans tous les pays et surtout aux États-Unis. Je pense qu'on est un peu plus connu aux États-Unis qu'en France. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu l'idée fondatrice qui est à la base de Voodoo et comment, quelle est la trajectoire depuis que tu l'as créé? À la base, on s'est lancé avec un jeu sur mobile qui s'appelait Quiz Run, qui était un jeu de quiz uniquement en français. On l'a lancé, on a pris 1 an de développement, on a pris ensuite 1 an à l'optimiser et à se développer dans chaque pays au fur et à mesure. C'était très long et très difficile parce qu'on a dû recruter plein de monde pour nous aider à créer du contenu localisé, etc. Ensuite, on en a eu un peu marre d'avoir ce genre de pain. Bon, Quiz Run n'a pas été un énorme succès. Donc ensuite, on s'est placé sur des jeux plutôt arcade, donc avec peu de contenu et plus de capacité à scaler. On a encore refait un peu l'erreur de prendre un peu trop de temps. On a mis 1 an à développer le jeu et encore 1 an à l'optimiser pour un résultat assez médiocre. Et on s'est dit un peu dos au mur, on s'est dit on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on change notre process. Et on a essayé de faire ce qu'on appelle du fast prototyping, c'est-à-dire prototyper une idée le plus rapidement possible. On s'était donné comme challenge de faire 1 jeu par semaine, par développeur. Donc c'était très 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 stretché. Néanmoins, ça va fonctionner puisqu'on a pu tester beaucoup de choses très très vite, jeter 95% des idées qu'on a eues et se focuser uniquement sur les projets qui avaient du potentiel. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un gros succès qui s'appelait Paper.io, qui était un jeu d'arcade où il fallait remplir des formes. Donc on a eu un gros succès, on a été présent dans les top charts aux US, et là, doucement, des gens nous ont contactés pour nous demander comment on avait fait, si on pouvait les aider, etc. Et on s'est dit, ok, on peut vous aider, mais en publiant votre jeu, on va vous coacher, on va faire l'acquisition, la monétisation, etc. Et comme ça a démarré le business du publishing. Et ça a été un cercle très vertueux dans lequel on avait de plus en plus de studios qui nous contactaient, de plus en plus de jeux, donc de plus en plus de learning. Et voilà, maintenant on arrive à sortir à peu près 5 gros blockbusters par mois. D'accord, qu'ils soient édités par Voodoo ou par les publishers que vous aidez, c'est ça? Ils sont créés à 30% par nous, 70% par les studios extérieurs et tous publiés par nous, quoi. Donc vous les verrez tous sur le compte Voodoo de l'App Store. Et tu disais comme ça un peu vite, on était dans les top charts US, mais quand même qu'on se représente, c'est-à-dire que notamment sur l'Apple Store, Voodoo était devant en téléchargement, devant WhatsApp, devant Facebook. C'est pas rien. À ce moment-là, comment tu vis le truc, quand ça t'arrive? Est-ce que tu comprends comment tu vis simplement ce moment-là? Bon, on reste très humble parce que le téléchargement, c'est pas le KPI principal. C'est normal aussi que des jeux comme les nôtres soient beaucoup téléchargés parce qu'on a vraiment une activité de volume. Donc il y a beaucoup de téléchargements, on génère beaucoup de nouveaux jeux et les gens passent peut-être 2 ou 3 mois sur un jeu, là où ils vont passer des années sur WhatsApp ou Facebook. Donc c'est normal qu'une application comme Facebook qui a un gros taux de pénétration soit moins téléchargée que les nôtres. Après, bien sûr, c'est toujours sympa de voir des applications au-dessus de Facebook.
Est-ce que ça a joué, enfin, comment ça a joué aussi dans l'investissement que Goldman Sachs a mené dans Voodoo? Pour rappel, ils ont investi 200 millions de dollars l'année dernière. Voilà, quels sont les éléments qui les ont convaincus de t'accompagner? Ce qui est très drôle, en fait, c'est que la levée de fonds avec Goldman de 200 millions a été 10 fois plus facile que de lever 300 000 euros avec des business angels au début. Au début, on était 2 fondateurs, absolument pas issus du gaming. On avait un jeu qui marchetait, des PowerPoint qui étaient même pas si jolis. Et on a essayé de convaincre des VC qui sont jamais venus parce qu'on avait un business qui était très peu prévisible. Voilà, c'est pas comme du SaaS où on génère du revenu récurrent et on a une visibilité sur la croissance. Le business du gaming, comme celui du cinéma d'ailleurs, c'est des business qu'on appelle des hit-based business. Donc tout repose sur des gros succès, des gros blockbusters, et ils sont très rares à prédire et à réaliser. Néanmoins, avec cette stratégie de fast prototyping, donc de prototyper très vite et de regarder les stats rapidement pour définir si un jeu a du potentiel ou pas, on a réussi un petit peu à industrialiser en fait le processus de création, ce qui a permis à notre business d'être prévisible. C'est-à-dire qu'on sait qu'on teste 500 prototypes par mois, on va lancer 5 jeux par mois et on a tant de catégories, etc. Donc un business prévisible, rentable, à ce moment-là, on a pu réussir à séduire des acteurs comme Goldman Sachs. Et pourquoi un tel acteur alors que c'est vrai que la scène d'investissement française, notamment et européenne, fleurit de gros VC, et pourquoi un seul acteur et celui-ci? Alors on était encore une boîte en croissance avec plein de problèmes liés à la croissance. On a voulu vraiment ne pas trop perdre de temps sur la recherche du meilleur acteur. J'ai eu la chance de rencontrer en premier notre interlocuteur de chez Goldman. Ça s'est super bien passé, on a passé 4 heures ensemble à refaire le monde et je me suis dit, avec notre banquier d'affaires, que ça ne servait à rien d'aller essayer de trouver le meilleur ou les meilleurs acteurs. On leur a laissé 1 mois et demi pour ensemble trouver un deal qui nous convenait. C'était une relation super saine en fait, de négociation qui a abouti à quelque chose qui est convenu à tout le monde. Donc pas la peine de faire 6 mois de process pour aller voir tout le monde et mettre tout le monde en compétition. En plus, les fonds n'aiment pas ça et c'est même pas une meilleure manière de tirer le meilleur des deals. Et qu'est-ce que ça permet justement ces moyens aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que ça permet en termes de développement produit, de recrutement de nouveaux pays? J'imagine qu'il y a beaucoup de pistes. Beaucoup de pistes, ouais. Alors aussi, on a levé, comme on dit souvent, c'est mieux de lever quand on n'a pas besoin d'argent. Donc on n'avait pas besoin de lever, mais néanmoins, ça nous ouvre des portes nouvelles. Donc aujourd'hui, on a un challenge, c'est que recruter des créateurs de jeux en France, ça commence à être un petit peu compliqué parce que le pool de talent est assez réduit. Donc on s'internationalise, on a ouvert 3 pays pilotes, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne, parce qu'on est assez proche d'un pool de talent. Donc voilà le développement à l'international. On a aussi lancé des projets plus venture, plus ambitieux, qui ne sont pas liés aux jeux vidéo, on en parlera peut-être après. Et aussi potentiellement pour des acquisitions. Pour aller plus vite, c'est intéressant parfois d'acheter 2 types de sociétés, soit de la tech. On a racheté récemment un outil qui nous permet de monétiser nous-mêmes notre inventaire publicitaire, parce qu'on a un business model quasiment exclusif lié à de la publicité. Et aussi de racheter des studios de jeux pour augmenter la capacité de production. Justement, sur le business model, est-ce que tu peux le détailler encore un petit peu plus? Déjà, la répartition, tu le disais, 30%, 70% sur les jeux, mais est-ce que ça reflète aussi la répartition business? Tu dis 30% des jeux Voodoo et 70% d'autres éditeurs. Exactement. Ouais. Est-ce que ça se traduit dans la répartition du chiffre d'affaires et est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, on fonctionne avec nos partenaires avec du revenu sharing. En fait, on partage le revenu entre eux et nous sur le revenu qui est généré. Sur le business model pur, on a 95% des revenus qui sont issus de la publicité et 5% des gens qui achètent dans l'application majoritairement pour enlever la publicité. Et beaucoup des utilisateurs le font, ça, ou pas? Non, environ 1%. D'accord. Et est-ce que tu t'inspires dans ton modèle à la fois de studio de création, mais aussi d'entreprise, d'autres startups qui ont pu être dans cet univers ou même dans d'autres? Bien sûr, on s'inspire de beaucoup de monde et effectivement pas que du gaming. Alors, dans le gaming, on a une grosse source d'inspiration. Je pense que tous les gamers ici connaissent, c'est Supercell. Donc les créateurs de Clash Royale et de Clash of Clans. On s'est beaucoup inspiré de leur structure d'équipe. Ils fonctionnent que en petites équipes
extrêmement autonomes, entre 2 et 6 personnes maximum dans la phase de prototypage. Et ils décident à la fois de quel jeu est créé, comment il est créé, avec qui il travaille, comment il s'organise. Donc nous, c'est pareil, en fait, on est 170 aujourd'hui, une cinquantaine de personnes en production. Par contre, il n'y a aucune team qui dépasse 3 personnes et ils sont complètement libres, ils ont juste des objectifs de performance, mais ils ont un gros ownership. Après, on s'est beaucoup inspiré aussi de la méthodologie du lean management, c'est-à-dire tester le plus rapidement possible un concept ou une idée. On l'a mis en pratique justement dans la création de jeux dont je parlais tout à l'heure. Et quand tu recrutes, quels sont comment dire, les éléments que tu regardes en premier et pour t'assurer que ça fit déjà avec la culture de l'entreprise, mais également avec cette manière de travailler? On se rend compte en fait qu'aujourd'hui les hard skills, c'est-à-dire les qualités techniques, sont de moins en moins importantes parce que la technologie étant de plus en plus évoluée et de plus en plus accessible, c'est moins souvent un challenge. Donc ce qui est super important pour nous, d'ailleurs comme toutes les boîtes de manière générale, hein, c'est d'avoir un gros focus sur la culture. On est dans une activité qui est très créative, donc ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver à recruter des gens qui sont capables d'innover et de créer. Donc on cherche des gens qui ont un parcours un peu atypique, qui ont des passions, qui ont une personnalité riche, ou qui voyagent, ou qui ont une expérience un peu chaotique dans leur vie qui a fait qu'ils voient les choses un peu différemment. Et après, on a aussi besoin de personnes qui sont très bienveillantes. La créativité a aussi besoin de beaucoup de bienveillance et de beaucoup de collaboration. Voilà. Et enfin aussi, on aime beaucoup les gens qui sont dans le delivery, qui ne vont pas trop réfléchir théoriquement à une idée, mais plutôt très vite passer à l'action, au développement et au test sur le marché cible, par exemple. Et en préparant cette interview, j'ai fait un petit sondage sur Twitter. Il y avait plusieurs thèmes qui revenaient. Il y avait une question que je te pose. Je ne sais plus de qui elle vient, mais peu importe. Est-ce que Voodoo ambitionne de se positionner sur d'autres features liées aux mobile apps? Exemple, push, notification, rich media ads, etc. Alors non, nous on est vraiment des amoureux du consumer, c'est-à-dire on veut faire des produits pour les utilisateurs finaux. On ne se lancera jamais dans une activité qui va cibler le business, c'est-à-dire des activités d'autres entreprises. Néanmoins, on a des besoins parfois qui sont très particuliers, notamment la diffusion de notre inventaire publicitaire, voire même les outils d'analytics. Et parfois, on est amené à développer en interne des solutions parce qu'on n'a pas de solution sur le marché qui puisse se faire. Mais ce n'est pas des choses qui vont être amenées à devenir des activités principales de Voodoo. Donc, quelle est aujourd'hui, là aujourd'hui on l'a compris, mais quelle sera l'activité demain qui sera l'activité principale de Voodoo? Parce que là, on va parler un petit peu de la vision. Donc, c'est quoi? Alors aujourd'hui, un petit mot de jargon, ce qu'on fait, ça s'appelle de l'hyper casual gaming, c'est-à-dire des jeux qui sont extrêmement faciles à prendre en main, très faciles à comprendre, qui ont une durée de vie aussi qui est pas très longue, 3 mois en moyenne, 2-3 mois. Et aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce type de jeu au début, peu coûteux à produire. Maintenant qu'on a une activité qui fonctionne et qu'on a des fonds, on va commencer à augmenter en production value, c'est-à-dire qu'on va faire des jeux qui ont une profondeur de gameplay et une richesse aussi plus grande pour permettre aux gens de jouer plus longtemps et de s'amuser plus. Donc ce qu'on appelle le casual gaming, au contraire de l'hyper casual gaming. Et on a aussi envie de tenter de réfléchir sur des problématiques et des marchés qui nous intéressent très fortement, notamment deux. Le premier, c'est le content curation. Aujourd'hui, on est vraiment soumis à une grosse diversité et quantité de contenu. Il n'y a pas vraiment de produits sur mobile qui nous permettent de personnaliser le contenu qu'on regarde et de le filtrer en amont. Quel type de contenu? Tout type de contenu. Google aujourd'hui a organisé le contenu sur le web grâce au moteur de recherche. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'acteur qui a réussi à trouver une solution pour organiser le contenu sur mobile. La particularité du mobile, contrairement au web, c'est que souvent on regarde les choses de manière passive. C'est-à-dire que sur mobile, on veut ouvrir une application et que le contenu vienne à nous. Sur le desktop, on va aller chercher, etc. Donc on est en train de réfléchir à des solutions, à des applications qui permettent d'agréger plein de contenus différents, des vidéos, des photos, des articles, etc. dans une app, et avec du machine learning qui permet de personnaliser le contenu à l'utilisateur en fonction de ce qu'il regarde. Le deuxième sujet aussi, c'est la vidéo. On estime qu'aujourd'hui,
Il n'y a pas encore de plateforme mobile vidéo qui permette de distribuer du contenu qui soit short format, parce qu'encore une fois, le mobile, c'est un device qu'on utilise sur des temps très courts. YouTube, qui est aujourd'hui, d'après moi, la meilleure plateforme de vidéo online, elle n'est pas faite pour être consommée en 2 minutes. Elle est faite pour être consommée le matin, le soir ou dans des phases plus longues. On aimerait bien aussi créer une application de vidéo qui permette de proposer du contenu de grande qualité, donc qui nous permette de bien se marrer ou d'apprendre un truc, d'être inspiré en 2 minutes. Aujourd'hui, quand on a 2 minutes pour se divertir, on peut jouer à nos jeux, mais on ne peut pas encore regarder des vidéos et c'est ce qu'on va essayer de faire. Il y a une question qui arrive, qui nous ramène au jeu, mais comment trouve-t-on l'idée du prochain jeu à succès? C'est vaste, mais... Non, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est un mélange entre 2 choses qui sont très complémentaires, l'intuition et la créativité humaine, et le process data-driven, c'est-à-dire se faire aider par la data et la technologie pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Juste une petite anecdote pour vous donner un exemple. Quand on a commencé le publishing, on a eu 2 jeux qui sont arrivés à nous. L'un s'appelait Fight List, c'était une sorte de petit bac sur mobile, et le deuxième s'appelait Numerous Quiz, c'était un jeu où les réponses étaient chiffrées. En interne, tout le monde jouait à Numerous Quiz, on adorait ce jeu, on jouait avec nos potes, on était complètement fous, et personne ne jouait à Fight List. On était sûr que Numerous Quiz allait devenir le gros succès de Voodoo, etc. On a lancé les 2 jeux en même temps. Ce qui s'est passé, c'est que Fight List a été un de nos plus gros succès. Il était scotché numéro 1 de l'App Store alors qu'on ne faisait même pas de marketing. Il buguait tous les jours à 8 heures, mais le concept était tellement marrant que tout le monde jouait. Et Numerous Quiz a été un des plus gros flops, tellement gros qu'on pensait qu'il y avait un bug dans les outils d'analytics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est la seule espèce qui puisse être dans l'innovation, dans la créativité et imaginer des nouveaux gameplays. Néanmoins, on est très mauvais, tous, même Steve Jobs, pour être sûr de prédire le succès d'un jeu. Donc c'est pour ça qu'en amont, toujours la créativité, l'innovation, l'intuition, et en aval, c'est de se faire aider de la machine pour regarder si notre innovation est juste ou pas. Donc c'est comme ça, donc innover, tester rapidement et choisir ensuite grâce à la data. Et sur cette partie analyse, est-ce qu'on est encore on est loin, j'imagine, de ce qu'on pourrait faire de beaucoup mieux pour améliorer cette prédictibilité. Mais qu'est-ce que tu vois comme direction, qu'est-ce que tu vois dans le futur comme outil qui pourrait vraiment améliorer ça de manière très forte? Améliorer la prédictibilité, l'outil, la machine, jusqu'où elle peut améliorer la prédictibilité du succès d'un jeu? C'est pas une question facile, ça. Je pense que le problème de la machine dans la prédictibilité, c'est qu'une machine est très forte pour prédire le court terme, parce qu'elle va utiliser tous les événements passés pour essayer de prédire ce qui va se passer dans le court terme. Néanmoins, on voit que la machine va faire des choses qui ont souvent été déjà vues, parce qu'elle va agréger des données pour savoir ce qui fait que ça marche, et ensuite proposer des choses. L'être humain, à la différence de la machine, est capable de transformer le paysage grâce à la vision. Donc je pense que la machine, à mon avis, ne pourra pas remplacer l'humain sur justement les évolutions futures. Je pense que ça doit rester un outil sur la prédiction. Enfin, un outil et pas remplacer l'être humain sur la vision et les produits qu'on réalise. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous. Et donc pour terminer, 2 petites questions rapides. Pour rester sur l'humain, tu recrutes beaucoup. Donc combien de personnes tu recrutes en ce moment? Tu as combien de postes ouverts? Et deuxièmement, est-ce que tu peux nous dire quel est le prochain hit de Voodoo? Alors on recrute beaucoup, mais en même temps pas beaucoup en fait. On recrute 20 personnes par mois. On est 170, donc c'est un rythme qui est à la fois challengeant, mais quand même assez facile à intégrer. Et le prochain hit de Voodoo, je ne le connais pas encore. Allez, mouille-toi. Dis-nous un nom des jeux qui est en train de sortir. On vient de lancer un jeu qui est un beau hit qui s'appelle Blockbuster. Okay, Blockbuster, c'est noté. Écoute, là, Alexandre, merci beaucoup encore. Et merci d'avoir été là. Et un très bon